Tu n'as pas peur de dépenser de l'argent. Tu as peur de mourir un peu chaque fois qu'il quitte ta main, parce que, dans ton corps, chaque paiement ressemble à une amputation. La carte touche le terminal et une partie invisible de toi se contracte, comme si le monde s'apprêtait à t'abandonner. Tu regardes ton relevé comme on regarde un moniteur cardiaque. Tu appelles ça de la prudence. Mais dans le laboratoire de l'esprit, le nom technique est un autre. C'est de l'attachement par panique. C'est la tentative désespérée de figer le flux pour empêcher la douleur. Sauf qu'il existe ici une loi silencieuse, une loi qui ne discute pas avec ton histoire personnelle. Ce que tu cherches à sauver par la rétention, tu le tues par la stagnation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent, et malgré tout vivent la gorge serrée comme s'ils n'étaient toujours qu'à une facture de l'abîme. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas encore tant, mais qui portent une confiance étrange, presque offensante, comme si la réalité était de leur côté. La différence, ce n'est pas le compte en banque, c'est le circuit. Le laboratoire sacré, la manifestation n'a jamais été de la magie, ça a toujours été de l'ingénierie. Et la première ingénierie qui doit se produire, c'est celle-ci. Arrêter de traiter l'argent comme un objet et commencer à le traiter comme un courant. Un objet, tu le gardes, tu l'empiles, tu le défends. Un courant, tu le conduis. Un objet, tu crains de le perdre. Un courant, tu le respectes et tu le laisses accomplir sa trajectoire. Et voici le point que la plupart ne supportent pas d'entendre. Ton peur de dépenser n'est pas une vertu morale, c'est un ordre hypnotique que tu répètes jusqu'à ce que le subconscient l'accepte comme une loi. Tu crois te protéger du vide, mais tu programmes le vide pour devenir ton climat. Parce que le subconscient ne réagit pas à ton intention consciente. Il réagit à l'empreinte dominante, à l'émotion collée à la scène. La scène est simple, l'argent qui sort. L'émotion peut être bénédiction, confiance, circulation, ou bien ressentiment, culpabilité, panique, condamnation. L'émotion, c'est le code. L'émotion, c'est le sceau. Et ce que tu scelles, tu le répètes. Pense à quelque chose de basique, presque humiliant, tant c'est simple. La respiration. Si tu essaies d'économiser l'air, si tu refuses de relâcher l'air par peur qu'il n'y en ait plus, tu ne deviens pas plus riche en oxygène. Tu t'étouffes. La vie exige un rythme qui ne demande pas la permission à ton traumatisme. Inspirer et expirer, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la mécanique. Et l'argent, sur le plan invisible, obéit à des mécaniques du même genre. L'esprit qui retient par peur devient un poumon rigide. L'esprit qui relâche avec conscience devient un canal vivant. La pauvreté la plus cruelle n'est pas le manque de chiffres. C'est la sensation d'être seul à l'intérieur de sa propre poitrine. Maintenant, attention, ce n'est pas une invitation à l'irresponsabilité. Je ne suis pas en train de te dire d'entrer en dette en croyant que l'univers paie. Ça, c'est de l'auto-illusion spirituelle. Et ici, on coupe l'auto-illusion comme on coupe la moisissure d'un laboratoire. La discipline est sacrée, le budget est sacré, la prudence est sacrée. Mais il existe une différence brutale entre prudence et panique. La prudence organise, la panique maudit, la prudence planifie. La panique condamne chaque sortie comme une perte irréversible. Ce que nous faisons ici, c'est remplacer la panique par la loi, remplacer la contraction par le protocole, remplacer l'instinct animal de rétention par l'identité juste, celle de conducteur, pas celle de barrage. Toute cette vidéo est une installation de système d'exploitation, inspirée des matériaux de base que tu m'as donnés et du schéma de rétention que tu reconnais déjà sur la chaîne. Tu dois comprendre ce qu'est un circuit, non comme une jolie métaphore, mais comme un diagnostic. En électricité, le courant ne circule pas dans un circuit ouvert. S'il y a une rupture à n'importe quel point, l'ampoule ne s'allume pas. Peu importe la puissance du générateur. Le générateur peut être parfait, le fil peut être en or, mais si le circuit est ouvert, c'est fini. La prospérité est comme ça. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas que la vie est injuste. C'est que tu as ouvert le circuit avec la peur, la culpabilité, le ressentiment, la condamnation. Et le plus pervers,
c'est que tu le fais justement dans les moments les plus importants. Au moment de payer, au moment d'investir, au moment de recevoir, au moment de voir quelqu'un prospérer. Ce sont des microsecondes, sauf que des microsecondes répétées deviennent une personnalité. Une personnalité répétée devient un destin. Et là entre en jeu la tension réelle. Quand tu regardes quelqu'un qui a de l'argent et que tu ressens une irritation discrète, presque polie, du genre « c'est superficiel, les riches sont tous pareils, il a dû écraser quelqu'un ». Tu crois être lucide, mais en dessous tu signes un contrat avec la rareté, parce que l'esprit profond ne comprend pas ton sarcasme, il comprend l'association. Si la richesse apparaît collée à sale, faux, dangereux, le subconscient conclut « éviter la richesse, c'est la sécurité ». Et il te protège. Il te protège en te tenant loin du flux. Il te protège en te gardant sous le plafond que tu appelles « réalité ». Et tu applaudis le geôlier parce qu'il a ta voix. Alors faisons-le à la manière du laboratoire. D'abord tu vois le mécanisme, ensuite tu appliques le protocole, ensuite tu mesures le résultat, ensuite tu répètes jusqu'à ce que ça devienne automatique. Il ne s'agit pas de croire pour croire. Il s'agit d'entraîner l'esprit comme on entraîne un muscle, avec répétition et précision. Tu ne demandes pas au biceps de ressentir l'envie. Tu lui donnes une charge et de la répétition. Le subconscient est comme ça. Il apprend par rythme. Il se plie à l'empreinte cohérente. Maintenant, je veux que tu tiennes une vérité qui va se heurter de front à ton ancienne morale. L'univers ne récompense pas l'accumulation. L'univers récompense la circulation. L'accumulation, c'est une peur sophistiquée. La circulation, c'est une confiance disciplinée. Et la confiance disciplinée n'est pas de l'euphorie, c'est du calme. Ce calme de quelqu'un qui sait que la marée revient. La marée revient toujours parce que la marée n'est pas une opinion. La marée est une loi. L'erreur de ton système, c'est de regarder la marée baisser et d'appeler ça une perte, puis d'essayer d'empêcher la marée avec tes mains. Tu n'as pas assez de mains pour retenir l'océan, mais tu as assez de conscience pour aligner ton circuit sur l'océan. Et c'est pour ça que le premier pas, avant toute technique, est une décision intérieure d'identité. Tu ne vas pas essayer d'attirer de l'argent. Tu vas arrêter de te définir comme quelqu'un qui perd quand il paie. Tu vas arrêter de te définir comme quelqu'un qui doit retenir, sinon ça s'épuise. Tu vas remplacer cette signature intérieure par une autre. Je suis un canal, je suis un conducteur, je suis un distributeur. Je suis n'est pas une jolie phrase. Je suis, c'est une identité, et l'identité c'est un ordre. Quand tu dis « je suis quelqu'un à qui ça manque toujours », tu installes le manque. Quand tu dis « je suis quelqu'un par qui le flux passe en sécurité », tu installes la sécurité. Et la sécurité est le langage du retour. Dans le prochain bloc, je vais te donner un protocole opérationnel qui transforme chaque paiement en commande. Sans superstition, sans théâtre, sans folie. Et il va t'incommoder parce qu'il exige que tu arrêtes de traiter la facture comme un ennemi et que tu commences à la traiter comme un point du circuit. Tu vas sentir de la résistance. Cette résistance, c'est exactement l'endroit où ton programme habite. Tu as déjà remarqué comment certains paiements ont un goût émotionnel spécifique? Le loyer a un goût. La facture d'électricité en a un autre. Investir en toi en a un autre. Donner un pourboire en a un autre. L'esprit sépare, classe, moralise. Et cette moralisation, c'est l'ingénierie cachée. Quand tu paies quelque chose avec colère, tu ne fais pas que payer. Tu imprimes la colère sur la route de l'argent. Tu envoies l'argent dehors avec une signature. Ça me blesse. Et la vie, qui répond à la signature et non au discours, organise davantage de scènes où l'argent te blesse. Pas par punition, par schéma. Alors le protocole est simple, mais il n'est pas facile, parce qu'il exige que tu gouvernes ton état au moment de l'acte. Tu n'attendras pas de ressentir la confiance pour pratiquer. Tu pratiqueras pour installer la confiance. Tu agiras comme un ingénieur de l'invisible, pas comme un otage de l'humeur du jour. Et ce protocole a un cœur. Chaque sortie doit fermer le circuit, pas l'ouvrir.
Quand tu vas payer quelque chose, avant le clic final, tu vas remarquer la pensée automatique. Elle vient souvent comme un chuchotement. Voilà, ça s'en va, quelle claque, c'est injuste, je ne méritais pas de dépenser ça. Maintenant, je vais être serré. Tu ne te battras pas avec la pensée. Tu ne te feras pas honte. Tu reconnaîtras seulement, c'est l'ancien programme qui essaie d'enregistrer la sortie comme une perte. Et ensuite, tu feras l'opposé technique. Tu l'enregistreras comme une circulation. Tu vas bénir la transaction. Pas au sens religieux d'une fantaisie, mais au sens électrique. Tu vas retirer le poison du fil. Tu diras intérieurement, fermement, comme quelqu'un qui donne une instruction au système. Je libère ceci en paix, cela remplit une fonction, cela bénit l'autre côté. Tu peux détester le mot « bénir » à cause d'anciennes associations, alors appelle ça « neutraliser ». Ce qui compte, c'est que tu cesses de maudire. Tu remarqueras quelque chose de presque physique quand tu le fais correctement. La poitrine se relâche un peu, la mâchoire se déverrouille, parce que le corps est le premier à reconnaître que tu as fermé le circuit. Et ensuite vient la partie qui change tout. Tu imprimes une phrase mère. Tu n'as pas besoin de 20 affirmations. Tu as besoin d'une phrase répétée jusqu'à devenir un rail. Quelque chose comme « L'argent circule dans ma vie en sécurité. Je l'utilise pour le bien. Je libère avec joie et il revient en plus grande mesure par des chemins justes. » Ce n'est pas pour réciter comme un robot. C'est pour marquer le subconscient au moment exact où il est sensible, le moment du transit. Si tu le fais après, des heures après, c'est comme essayer de changer le cours du fleuve après que l'eau est passée. La troisième étape est la plus rare, parce qu'elle exige une maturité émotionnelle. Tu dois ressentir la certitude, sans avoir besoin d'une preuve immédiate. Ce n'est pas « trouver ça joli », c'est entraîner l'esprit à ne pas paniquer à marée basse. Tu paies et ensuite tu respires comme quelqu'un qui fait confiance à la prochaine inspiration. Tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient. Tu n'as pas besoin d'inventer des histoires. Tu maintiens seulement l'état. Le circuit est fermé. La vie répond au circuit fermé. Cette certitude est comme un saut final. Et le saut final coupe le vice de l'anxiété qui est une forme de prière inversée. Maintenant, je vais être dur avec une tendresse technique. Si tu fais ce protocole et que, juste après, tu passes une demi-heure à te plaindre, à comparer, à t'humilier, à dire que la vie est injuste, tu as rouvert le circuit. C'est comme prendre un médicament et ensuite boire du poison en croyant que ça annule. Le subconscient ne travaille pas avec la compensation morale, il travaille avec la dominance. Ce qui domine te gouverne. Et c'est pour ça que ce protocole exige une vigilance du langage. Tu ne peux pas répéter « je ne peux pas »,« je suis fauché ». L'argent ne pousse pas sur les arbres et croire qu'une minute d'affirmation répare tout. Ta parole quotidienne est la commande principale. Ta parole quotidienne est le laboratoire ouvert. Si tu parles comme un prisonnier, le subconscient enregistre la prison comme identité. Et quand l'identité devient prison, l'opportunité devient menace. Alors, quand l'opportunité apparaît, tu sabotes, parce que ça ne me correspond pas. Voilà le côté le plus caché, tu ne rejettes pas l'argent, tu rejettes le moi qui devrait exister pour soutenir l'argent. Alors, tu tues la possibilité pour préserver l'ancienne identité. Le subconscient protège toujours l'identité, même si cette identité est misérable, parce que misérable est familier. Et familier est sûr. Mais voici le point lumineux. L'identité s'entraîne. Tu ne nais pas à l'étroit. Tu as été conditionné. Et ce qui a été conditionné peut être déconditionné. Mais il y a un prix, la répétition avec honnêteté. Tu devras faire ça sur de petites dépenses, de petites factures, des paiements moyens, jusqu'à ce que le corps cesse de réagir comme si chaque sortie était un enterrement. Tu verras que la terreur de dépenser n'était pas à propos de l'argent. C'était à propos du récit. C'était à propos du sens. Tu as collé un sens de mort sur quelque chose qui, en réalité, est circulation. Et le sens, dans le monde invisible, est destin. Dans le prochain bloc, je vais soulever le couvercle du poison le plus socialement accepté qui existe, la condamnation silencieuse.
Elle vit déguisée en esprit critique, en moralité, en conscience. Et elle coupe le flux à la racine, parce qu'elle te fait demander la prospérité avec la bouche et rejeter la prospérité avec l'âme. Et tant que cette contradiction existe, tu vivras comme un circuit intermittent. Parfois ça s'allume, parfois ça s'éteint, et tu appelles ça des phases. Il existe un péché technique, pas moral, qui fait tomber plus de gens que le manque de compétences, le manque d'études ou le manque d'opportunités. C'est l'habitude de condamner ce que tu dis vouloir. L'esprit conscient veut la prospérité. Le subconscient veut la sécurité. Si pour ton subconscient, la prospérité est associée au danger, à la saleté, à l'arrogance, à une punition divine, à la jalousie des autres, aux exigences familiales, à une responsabilité écrasante, alors il fera tout pour te maintenir au niveau sûr. Et le niveau sûr est souvent un niveau qui fait mal mais ne change pas. Parce que changer serait risquer de perdre l'amour, l'appartenance, l'identité. C'est la psychologie cachée derrière une spiritualité mal comprise. Tu vois quelqu'un avec une liberté financière et tu dis intérieurement « ce n'est pas pour moi, c'est un truc de gens froids, je préfère être simple ». Ça a l'air humble, mais souvent, c'est de la peur déguisée en vertu. Et la peur déguisée en vertu est la peur la plus dangereuse parce qu'elle devient intouchable. On ne questionne pas une vertu, on en est fier. Et alors, tu transformes ta propre rareté en médaille. Sauf que l'univers ne négocie pas avec des médailles. L'univers répond à des schémas. Donc dans le laboratoire, la question est, que fais-tu à l'instant où tu rencontres la prospérité chez l'autre? Ton corps se raidit, tu dédaignes, tu moralises, tu cherches un défaut, tu essaies de réduire la personne à « il a eu de la chance, elle a triché, ce n'est pas spirituel ». Si oui, tu viens d'instruire ton subconscient, prospérité lui menace. Et il va t'épargner la menace, en t'épargnant la prospérité. Voilà le circuit ouvert par ton propre bon sens. La discipline ici est choquante de pragmatisme. Chaque fois que tu verras quelqu'un prospérer, tu entraîneras une réponse intérieure de bénédiction. Il ne s'agit pas de flatter le comportement incorrect de qui que ce soit. Il s'agit de séparer l'énergie de l'argent de la conduite de la personne. Tu peux désapprouver une éthique douteuse sans démoniser le flux. Tu peux désirer la justice sans désirer la rareté. Parce que désirer la rareté comme forme de justice, c'est signer ta propre sentence. Ce que tu désires comme climat collectif devient climat intérieur. Et le climat intérieur devient réalité. Il existe un autre poison, encore plus traître, parce qu'il se déguise en responsabilité, épargné en attendant la catastrophe. Tu appelles ça « fonds d'urgence » et je comprends le besoin pratique de réserve, sauf que l'esprit est littéral d'une façon cruelle. Si chaque fois que tu mets de côté, tu imagines maladie, accident, licenciement, tragédie, tu es en train de répéter la tragédie avec émotion. Tu es en train d'entraîner la scène. Et la scène entraînée devient probabilité. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te préparer. Ça veut dire que tu dois te préparer avec le bon esprit. Tu mets de côté pour l'opportunité, pour l'expansion, pour la liberté, pour de meilleures décisions. Tu mets de côté pour dire oui à ce qui t'élève, pas pour dire j'ai survécu à ce qui te détruit. La même action extérieure, deux significations intérieures, deux destins. Et maintenant, je vais poser le verrou de sécurité qui empêche le délire. Rien de tout ça ne remplace la pratique concrète. Si tu es endetté, il te faut un plan. Si tu n'as pas de revenus, il te faut une stratégie. Si tu as une compulsion de dépenses, il te faut de la retenue. Et si nécessaire, une aide professionnelle. Le laboratoire ne te donne pas une licence pour t'auto-illusionner avec de jolies phrases. Le laboratoire te donne un outil pour que ton esprit ne sabote pas ta stratégie. Parce qu'une stratégie avec un esprit saboteur, c'est comme un moteur puissant avec le frein à main tirée. Tu accélères et tu brûles, tu accélères et tu brûles. Et tu appelles ça une vie difficile. À partir d'ici, ta grande épreuve n'est pas de manifester de l'argent rapidement.
Ta grande épreuve, c'est de maintenir un état propre. Propre de condamnation, propre de ressentiment, propre de culpabilité. Et la culpabilité est un autre poison classique. Si je gagne plus, je vais être mauvais. Si j'ai plus, on va me détester. Si je prospère, je trahis ma famille. Cette culpabilité est un pacte invisible. Et les pactes invisibles sont plus forts que les désirs conscients. Tu veux prospérer, mais tu ne veux pas payer le prix émotionnel d'être différent de ton groupe, alors tu restes au milieu. Tu ne meurs pas, tu ne vis pas. Il ne manque pas assez pour changer, il n'y a pas assez pour respirer. Ce limbe est une prison élégante. L'antidote, c'est l'identité. Tu dois savoir qui tu es avant l'argent, pour ne pas devenir esclave de l'argent quand il viendra. Tu dois installer une éthique avant l'augmentation, pour ne pas utiliser la prospérité comme anesthésie. Parce que beaucoup ne s'effondrent pas par manque d'argent. Ils s'effondrent quand l'argent arrive et amplifie le manque de caractère. Et ici, la chaîne est claire. Pouvoir avec responsabilité. La prospérité sans discipline devient du bruit. La prospérité avec discipline devient une œuvre. Dans le prochain bloc, je vais t'amener à l'étape la plus haute, l'identité du distributeur. Pas comme une charité performative, mais comme une ingénierie du flux. Tu comprendras pourquoi certaines personnes ont toujours une porte ouverte et d'autres se cognent toujours à un mur. Et tu verras que le mur n'est pas l'économie, ni le gouvernement, ni la famille. Le mur, c'est ton circuit intérieur, tel que tu as appris précisément à l'ouvrir et à le fermer au fil de la vie. Quand tu acceptes vraiment que tu n'es pas la source, tu cesses enfin de vivre épuisé. La source est plus grande que toi. L'intelligence qui organise des rencontres, des synchronicités, des opportunités et des idées n'a pas besoin de ton désespoir pour fonctionner. Elle a besoin de ton alignement. Et l'alignement, sur le plan technique, c'est devenir un bon conducteur. Un conducteur ne fabrique pas l'énergie, il la transporte. La dignité du conducteur, c'est la fiabilité. Il n'interrompt pas par peur. Il ne contamine pas par ressentiment. Il ne brûle pas par culpabilité. Il conduit. C'est ça, l'identité du distributeur. Et un distributeur n'est pas gentil. Un distributeur est fonctionnel. Il reçoit bien, il livre bien, il fait avancer le flux. Et cela change un détail qui débloque beaucoup de gens. Tu dois apprendre à recevoir sans te recroqueviller. Il y a des personnes qui arrivent même à donner, mais qui n'arrivent pas à recevoir. Elles rejettent un compliment, rejettent une aide, rejettent un paiement juste, baissent leur prix pour ne pas déranger, acceptent des miettes pour ne pas paraître avides. Ça aussi, c'est un circuit ouvert. Parce qu'un circuit exige une entrée et une sortie. Si tu ne fais que sortir, tu deviens martyr. Si tu ne fais qu'entrer, tu deviens stagnation. La santé du flux, c'est le rythme. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas entraîner 3 dignités. La dignité de payer avec paix. La dignité de recevoir avec gratitude. La dignité de faire circuler avec but. Le but, ici, n'est pas une phrase motivationnelle. Le but, c'est une éthique appliquée. Pourquoi je veux plus? Qu'est-ce que je vais construire? Qui vais-je protéger? Quelle œuvre vais-je soutenir? Quand tu as une réponse, l'argent devient un outil. Quand tu n'as pas de réponse, l'argent devient une tentation. Et il y a plus. Tu dois devenir quelqu'un qui supporte le volume sans perdre la clarté. Parce que la prospérité est aussi un test. Et ce test apparaît dans le petit avant d'apparaître dans le grand. Tu veux des signes? Le signe, c'est la façon dont tu traites un paiement simple. Le signe, c'est la façon dont tu traites une petite taxe. Le signe, c'est la façon dont tu traites le pourboire. Le signe, c'est la façon dont tu traites un achat pour ta santé. Si tu te sens coupable d'acheter de la bonne nourriture, de payer une thérapie, d'investir dans une formation, cela révèle une identité qui ne s'autorise pas le bien-être. Et cette identité sabotera toute abondance, parce que le bien-être lui paraît dangereux. Elle a été entraînée à survivre, pas à vivre. Dans le laboratoire, tu feras un audit quotidien. Pas sous forme de liste, pas comme un rituel épuisant, mais comme une conscience.
Où ai-je maudit l'argent aujourd'hui? Où ai-je condamné la prospérité chez l'autre? Où ai-je reçu et me suis-je recroquevillé? Où ai-je payé et me suis-je révolté? Tu ne te puniras pas, tu corrigeras. La correction, c'est le pouvoir. La culpabilité, c'est la paralysie. La culpabilité te donne une fausse sensation de moralité, mais elle ne change pas le circuit. La correction change. Et maintenant, un détail qui donne à ton cerveau rationnel une encre. L'économie visible elle-même a une idée équivalente à ce dont nous parlons ici. Quand l'argent circule, des systèmes entiers prennent vie. Quand l'argent s'arrête, tout tombe malade. Tu n'as pas besoin de devenir économiste pour comprendre la logique. La circulation crée de l'activité crée des opportunités, les opportunités créent du revenu. Ce qui, dans l'invisible, est un circuit, dans le visible, est un mouvement. Et le point est le même. Tu ne t'étends pas en retenant le flux par peur. Tu t'étends en conduisant le flux avec intelligence. Quand tu paies quelqu'un, tu actives le travail de quelqu'un. Quand tu investis en toi, tu actives ta capacité à générer de la valeur. Quand tu achètes avec conscience, tu participes à un réseau qui revient par des chemins que tu ne contrôles pas, mais que tu peux favoriser par un état mental propre. Sauf que voilà le secret final, celui qui sépare le disciple du curieux. Ça ne marche que si tu cesses d'utiliser la loi comme un marchandage. Si tu paies pour recevoir en retour, avec tension, tu es encore dans la panique déguisée. Le distributeur paie parce que c'est ce qu'on fait dans un circuit sain. Et le retour arrive comme conséquence, pas comme chantage. Ça te sort de l'infantilisme spirituel. Tu cesses d'essayer de manipuler l'invisible et tu commences à coopérer avec lui. Coopérer, c'est la maturité. Manipuler, c'est la peur. Alors, avant de conclure ces 4 blocs, je vais te laisser avec une image simple. Tu n'as pas été fait pour être un coffre-fort, tu as été fait pour être une rivière. Un coffre garde et pourrit à l'intérieur. Une rivière passe et renouvelle. Et oui, une rivière a aussi des rives. Les rives, c'est la discipline. Sans rives, la rivière devient une inondation et détruit. Avec des rives, elle fertilise. Ta discipline est les rives, ton flux est l'eau, et ta conscience est le lit par lequel tout cela avance. Dans le prochain ensemble de blocs, je vais t'emmener vers la partie la plus délicate. Comment augmenter le flux sans gonfler l'ego? Comment protéger ton esprit contre la comparaison? Comment couper l'auto-illusion de dépenser pour manifester? Et comment installer une pratique de parole intérieure qui maintient le circuit fermé même les mauvais jours? Parce que la vraie épreuve n'est pas quand tout va bien. La vraie épreuve, c'est quand la marée baisse et que tu choisis malgré tout de ne pas appeler perte ce qui n'est que la moitié du cycle. Tu es sur le point de découvrir une chose que l'ego déteste admettre. Tu n'as pas peur de dépenser de l'argent. Tu as peur du vide qui apparaît après la dépense. Tu redoutes la seconde qui suit, celle où ta main s'ouvre et où, l'espace d'un instant, il n'existe aucune garantie sensorielle de retour. Et c'est BDIVK-là que ton identité véritable apparaît. Pas dans les jolies phrases que tu répètes quand tu es inspiré, mais dans le micro-instant où la transaction se produit et où le corps réagit comme s'il manquait d'air. Si chaque paiement devient une petite mort, ce n'est pas parce que la vie t'attaque, c'est parce que tu as été entraîné à confondre la rétention avec la sécurité. Or, la sécurité ne vit pas dans la rétention. La sécurité vit dans la source. Et la source, par définition, n'est pas ce que tu tiens, c'est ce qui te traverse. Le laboratoire commence par une question cruelle, mais libératrice. Que crois-tu qu'il arrive à l'argent quand il quitte ta main ? Si, au fond, tu crois qu'il tombe dans un trou sans fond, alors toute ta physiologie va lutter contre le flux. Tu vas retarder, négocier, te plaindre, te justifier, réduire, couper, effacer de petits plaisirs et appeler ça de la responsabilité. Mais ton subconscient ne comprend pas ton discours moral. Il comprend le schéma, il comprend le climat intérieur. Et quand ton schéma est « sorti à danger », tu crées un champ de contraction. La contraction n'attire pas les opportunités. Elle contracte ta créativité, ton regard, ton magnétisme social, ta capacité à voir des solutions. Tu peux tout faire correctement,
à l'extérieur et, malgré tout, à l'intérieur, émettre la fréquence du siège. Ici tombe la première lame du jour, la condamnation. Le circuit du flux se brise quand tu condamnes. Tu condamnes les riches, tu condamnes ceux qui facturent cher, tu condamnes ceux qui vendent, tu condamnes ceux qui prospèrent. Tu te condamnes même toi-même quand tu t'offres quelque chose de bon. Et la condamnation est un ordre. Un décret silencieux qui dit « Ceci ne doit pas exister ici ». Le subconscient est obéissant. Il prend ta moralité cachée et la transforme en réalité. Tu n'as pas besoin de parler fort. Il suffit de cette sensation de dégoût, de ce commentaire ironique, de ce jugement du type « un tel n'a que parce que ». Chaque fois que tu fais ça, tu expulses l'énergie de l'endroit où elle pourrait s'approcher de toi. Pas par punition, par correspondance. Tu n'attires pas ce que tu diabolises. Tu ne reçois pas ce que tu traites comme impur. Et oui, on peut être éthique et lucide sans diaboliser l'argent. L'argent est un outil. L'éthique, c'est l'utilisateur. Quand tu confonds l'outil avec le péché, tu crées un blocage spirituel déguisé en vertu. Alors le 5e chapitre est un exorcisme de l'auto-illusion spirituelle. Tu veux la prospérité, mais tu ne veux pas te réconcilier avec le principe de circulation. Tu veux le résultat, mais tu ne veux pas admettre que tu ressens de la colère quand tu paies, de la culpabilité quand tu achètes, de la honte quand tu reçois et du ressentiment quand quelqu'un te facture. C'est un poison à 4 faces. Et la guérison commence par un acte simple. Observer ta réaction physique pendant les paiements. Pas pour te juger, pour cartographier, parce qu'une carte, c'est du pouvoir. Tu vas remarquer qu'il existe des transactions qui t'oppressent plus que d'autres. Et cela révèle des croyances spécifiques, pas un problème d'argent. Cela révèle une identité. Il y a des personnes qui paient la nourriture avec plaisir et paient une formation avec douleur. D'autres paient leur propre maison avec révolte et dépensent pour des amis avec joie. Ce qui commande, ce n'est pas le nombre, c'est le sens. Et le sens est la langue du subconscient. Maintenant, je vais te donner la clé qui sépare la manifestation de la superstition. Tu n'utiliseras pas le flux comme excuse à l'imprudence. Tu ne deviendras pas un fanatique qui s'enfonce dans la dette et appelle ça de la foi. Ce n'est pas de la foi, c'est de la fuite. Le laboratoire ne récompense pas l'impulsivité, il récompense la cohérence. L'ingénierie ici est émotionnelle et symbolique, mais appliquée avec discipline. Tu fais circuler dans ce qui est possible et tu changes l'état intérieur pendant l'acte. Parce que l'état intérieur est la cause, et la cause répétée devient un climat, et le climat devient un destin. Le 6e chapitre est le rituel du paiement. Pas un rituel théâtral pour impressionner le monde, mais un rituel pour impressionner ton propre système nerveux. Tu as été entraîné à payer comme une victime. Alors tu vas entraîner ton corps à payer comme un opérateur. Quand une facture arrive, ne cours pas vers l'automatique. Fais une pause, sens la première vague, irritation, peur, oppression. Ce n'est pas toi. C'est une ancienne programmation qui défend une croyance. Payer m'affaiblit. Maintenant vient la reprogrammation. Tu transformes le paiement en circulation consciente. Tu regardes cela et tu reconnais le service, la valeur, l'échange, le mouvement. Tu n'es pas obligé d'aimer la facture, mais tu peux maîtriser l'énergie avec laquelle tu la touches. Et cette différence change tout, parce que ton subconscient ne compte pas les pièces, il compte les signaux. Il enregistre si tu vis en guerre contre le monde ou en coopération avec le flux. Tu vas remarquer quelque chose d'inconfortable. Beaucoup de gens n'ont pas un problème d'argent, ils ont un problème d'autorité. Une facture ressemble à quelqu'un qui m'ordonne. Un boléto ressemble à quelqu'un qui me bat. La colère n'est pas dirigée contre le montant, elle vise la sensation d'être contrôlé. Et tant que tu paieras dans cet état, tu renforces l'identité du dominé. Cela ne sert à rien de dire « je suis prospère » et, au moment de payer, de devenir un esclave tremblant. Le laboratoire ne lit pas ta poésie, il lit ta posture. Alors, au moment du paiement, tu changes la posture, littéralement. Redresse la colonne, respire, pas pour
attirer de la magie, mais pour signaler la souveraineté à ton système. Je choisis, je commande, je fais circuler. Tu paies, tu bénis la circulation et tu closes le sujet, sans te plaindre, sans commenter avec du venin, sans transformer cela en feuilleton. Parce qu'un feuilleton, c'est une réinfection. Tu as guéri pendant 1 minute et tu as replanté pendant 3 heures. Et là intervient la technique silencieuse, l'économie du verbe. Les mots sont des semences. Si tu appelles ta réserve « fonds d'urgence », tu nourris l'image de l'urgence. Si tu l'appelles « fonds d'opportunité », tu nourris l'opportunité. La somme peut être la même, mais le film intérieur change. Et le subconscient opère avec des films, pas avec des tableurs. Tu n'as pas besoin de te mentir. Tu as besoin de remplacer le sens qui te détruit par un sens qui te soutient. Tu peux mettre de l'argent de côté et, malgré tout, le mettre de côté avec la vibration juste. Épargner pour l'expansion, pas pour la panique. Épargner pour la liberté, pas pour la catastrophe. La même action, une autre cause. Le 7e chapitre est l'expérience des 24 heures. Et je veux que tu comprennes pourquoi. On ne change pas une identité avec une idée. On change une identité avec une preuve répétée. Le subconscient apprend par association. Alors, pendant un jour, tu vas traiter chaque transaction comme un laboratoire d'empreintes dominantes. Peu importe que ce soit un café, un transport, un paiement digital, une petite course. Ce qui importe, c'est l'état. Avant de dépenser, tu vas noter la contraction. Et à la seconde exacte de l'acte, tu vas ouvrir le geste intérieur. Tu vas transformer la dépense en semence. Pas avec de la fantaisie, mais avec une commande simple. Cela circule et revient par des voies justes. Je suis un canal, pas un barrage. Et tu vas continuer ta journée sans chasser des signes, sans devenir nerveux à attendre des preuves. Parce que chasser la preuve, c'est une autre manière de dire « je ne fais pas confiance ». La confiance est stabilité. La stabilité est cohérence. La cohérence, c'est à quoi la loi répond. Tu vas me demander « mais si je fais ça et qu'il ne se passe rien ?» Cette question révèle le vice le plus courant de ceux qui essaient d'opérer des lois invisibles. Exiger que la réalité obéisse à leur horloge émotionnelle. La cause n'est pas un marchandage. Tu ne le fais pas pour gagner un bonbon. Tu le fais pour installer un schéma. Et un schéma a de l'inertie. Ce que tu fais, c'est cesser de renforcer l'ancien. Rien que ça, c'est déjà une victoire silencieuse. Il existe un délai naturel entre un changement de cause et l'apparition des effets. Pendant ce temps, l'ancien continue encore de récolter. Si tu abandonnes pendant le délai, tu nies la logique du laboratoire et tu retournes au théâtre de l'anxiété. L'opérateur ne panique pas quand le résultat n'apparaît pas en 5 minutes. Il soutient la cause et il observe. Mais attention, soutenir la cause n'est pas de la passivité. C'est une posture intérieure avec une action intelligente. Tu continues à prendre soin de tes finances, à négocier avec clarté, à travailler, à étudier, à organiser, à chercher du revenu, à traiter les dettes avec responsabilité. La loi n'est pas une excuse à l'irresponsabilité. C'est une discipline qui change la manière dont tu vis chaque action. Le laboratoire ne te transforme pas en quelqu'un qui ignore le monde. Il te transforme en quelqu'un qui cesse d'être dominé par le monde. Et si, pendant ce processus, tu fais face à des questions sérieuses de santé mentale, de santé physique ou à une crise financière réelle, cherche un soutien approprié. La loi spirituelle ne remplace pas la thérapie, le médecin, la planification. Elle renforce ta direction intérieure pour que tu utilises les ressources correctes avec plus de lucidité, pas moins. Le 8e chapitre est l'endroit où le jeu devient dangereux pour l'ego. L'identité de distributeur. Parce que l'esprit pauvre veut être un réservoir. Il veut accumuler et surveiller. Il veut retenir l'air dans les poumons. Sauf que la vie est respiration. On inspire et on expire. On reçoit et on fait circuler. Quand tu essaies de retenir, tu appelles ça du contrôle, mais le corps appelle ça de l'étouffement. Et l'étouffement te rend réactif. La réactivité crée de mauvaises décisions. Les mauvaises décisions confirment la peur.
la peur confirme la réactivité. Et ainsi tu construis une religion intime de rareté, où chaque dépense est un péché et chaque plaisir une culpabilité. C'est une prison qui a l'apparence de la prudence. L'identité « je suis » ici n'est pas un slogan, c'est une fonction. Si tu dis « je suis un canal », alors tu agis comme un canal. Un canal ne retient pas par panique, il dirige par intelligence. Un canal sait dire oui et sait dire non, mais jamais par peur. Un canal fait des choix. Un canal ne s'abandonne pas. Et cela change même ta façon d'acheter. Tu cesses d'acheter pour combler un vide émotionnel et tu commences à acheter pour affirmer une valeur réelle. Tu cesses de dépenser par compulsion et tu commences à faire circuler par dessein. Tu cesses de donner pour être aimé et tu commences à donner parce que ça déborde. Tu cesses d'épargner comme quelqu'un qui se prépare à un désastre et tu commences à organiser comme quelqu'un qui se prépare à l'expansion. Et maintenant, je vais ouvrir la porte du prochain abîme, parce que sans ça, tu vas saboter tout sans t'en rendre compte. Il y a une différence entre la circulation et l'auto-abandon. Il y a des gens qui donnent pour fuir la culpabilité, pour acheter l'acceptation, pour se sentir bon. Ça n'ouvre pas le flux, ça ouvre la fuite. L'univers ne répond pas aux martyrs par la prospérité, il répond par plus de martyrs. Parce que l'identité derrière l'acte est « je me vide pour mériter ». C'est une technologie inversée. Alors, dans le prochain bloc, nous allons traiter du grand filtre. Comment reconnaître si ton donné est souveraineté ou soumission? Comment éviter le piège du faux altruisme qui semble spirituel, mais n'est que de la peur déguisée? Et surtout, comment fermer le circuit sans devenir un robinet ouvert à n'importe qui, à n'importe quel abus, à n'importe quelle manipulation. Parce qu'ici, au laboratoire sacré, la loi est simple et impitoyable. Ce que tu pratiques, tu le deviens. Si tu pratiques la peur, tu deviens la peur. Si tu pratiques le flux avec lucidité, tu deviens le flux. Et quand tu deviens le flux, ce n'est pas que la vie devient magique, c'est que tu cesses enfin de lutter contre le mécanisme invisible qui a toujours été à l'œuvre. Et alors, ce qui semblait autrefois destin commence à ressembler à de l'ingénierie. Dans le prochain bloc, je vais te montrer le test définitif pour séparer la foi de l'auto-illusion. Et pourquoi tant de gens manifestent exactement l'opposé de ce qu'ils demandent, tout en croyant faire tout correctement.